Salut Paul, Salut Florent. merci d'être là, merci de nous rejoindre pour What is Ops, le podcast des Ops. Tu nous accompagnes ce soir, est-ce que tu peux juste du coup te présenter rapidement, nous dire un peu qui t'es, d'où tu viens et comment t'en arrives à faire des Ops, dans quel genre de boîte? Je m'appelle Paul, je suis Head of Operations chez Kinetics. Ça fait maintenant 1 an et quelques que j'ai rejoint l'aventure. Kinetics, c'est une boîte c'est une boîte deep tech qui fait de l'intelligence artificielle. Et en gros, on explore le marché des mondes virtuels, vaste marché en pleine expansion. Et on équipe ces mondes virtuels d'une infrastructure technologique qui leur permet d'accéder à des mouvements de manière beaucoup plus streamlinée. Avec de l'IA. En gros, avant Kinetics, quand tu étais un player d'un monde virtuel n'importe lequel, tu peux prendre WoW par exemple, qui est un monde virtuel bien connu, on t'a posé un certain nombre de mouvements, tu n'avais aucun levier sur les mouvements que tu pouvais du coup utiliser, sauf ceux qu'on te donne et qui sont du coup directement hardcodés dans ton jeu. Grâce à Kinetics, nous ce qu'on va permettre c'est à ce monde virtuel là de rafraîchir son contenu avec notre base de librairie d'emotes et du coup d'aller télécharger en continu des emotes qui sont en gros une façon de s'exprimer pour un player et soit du coup d'avoir une fraîcheur de contenu quasiment perpétuel grâce à notre techno, soit même de venir créer leurs propres mouvements et les importer dynamiquement dans le jeu. Ok, et du coup concrètement, est-ce que un des sujets que vous traitez, c'est de permettre, si on rebondit sur l'exemple de WoW un petit peu, de permettre à un personnage d'avoir des pas de danse particuliers ou des mouvements d'attaque ou de défense particuliers, si on reste un peu dans cette logique gaming. En gros, notre mojo, c'est de dire on va permettre au monde virtuel d'humaniser les interactions entre leurs players grâce à nos technos d'IA. Base, ce que fait Kinetics, c'est transposer une vidéo 2D dans laquelle tu as un mouvement en une animation 3D. Et cette animation 3D là, en fait, elle a plein d'usages différents. Tu peux l'utiliser dans un film d'animation par exemple. Mais là où il y a pour nous un vrai product market fit, ça va être vraiment sur utiliser ces animations que j'ai créées moi dans un monde virtuel pour pouvoir m'exprimer. Hyper cool. Et du coup, ça c'est ce que tu fais à l'instant T. Comment t'en arrives là? D'où tu viens? Quel type de parcours? Quel type de boîte t'as traversé avant? Et concrètement, c'est quoi les ops chez Kinetics? Déjà, j'ai pas forcément une passion pour les mondes virtuels en soi. Je suis plutôt quelqu'un de sportif de haut niveau. Je fais beaucoup d'aviron quand j'étais jeune. J'en ai fait pendant plus de 10 ans, donc je suis plutôt drivé par ce qui se passe autour de moi que ce qui se passe derrière un écran. Pas forcément métaverse à la base. Non, mais après j'avais des affinités. J'ai été un hardcore gamer pendant très longtemps. J'ai joué à WoW pendant, je sais pas, 10 ans. Avec mes potes du collège, on a bien poncé le jeu et on s'est bien marré. Mais c'est vrai que j'ai pas cette affinité monde virtuel de base. Je suis plus quelqu'un qui vient de la tech. J'ai bossé dans pas mal de boîtes, j'ai bossé dans une boîte d'IA avant de rejoindre Kinetics. Et avant j'étais en accompagnement de boîtes tech, aussi bien sur la fintech que sur tout ce qui est véhicule autonome. En gros, j'ai fait Dauphine, j'ai fait un master en international business. Et après, je suis parti à Chicago pour aider les boîtes françaises dans le véhicule autonome à s'exporter aux US, là où en gros c'est un peu le plus gros marché du véhicule autonome, notamment à l'époque, où la Chine commençait à se développer mais c'était encore naissant côté asiatique, là où en fait les US c'était un peu l'Eldorado pour toute techno qui pouvait s'assimiler de près ou de loin à du véhicule autonome. J'ai fait ça pendant 1 an, du coup j'ai vu plein de boîtes différentes, j'étais en gros programme manager, je faisais des programmes d'accélération et j'amenais les boîtes françaises aux US, je leur faisais rencontrer des big corporate US avec qui pouvaient y avoir des matchs sur différents topics autour du véhicule autonome. En gros, ça peut être de la cybersécu, ça peut être de la data management, ça peut être du hardware. T'as beaucoup de capteurs dans les véhicules autonomes. Donc j'ai un peu fait mes armes dans la tech avec. On a commencé dans les véhicules autonomes. Dans le dur. Derrière, si je dis pas de bêtises, on est passé dans l'IA pour les constats d'assurance et ces sujets-là. Maintenant, le métaverse, donc toujours très profondément. Je suis assez technocrate dans le sens où je suis convaincu que la techno peut venir, si elle est bien pensée et bien amenée avec le bon product market fit, peut venir résoudre des problèmes aujourd'hui qu'on n'a peut-être pas forcément encore. Je pense à humaniser le métaverse, mais la techno peut vraiment venir apporter une réponse hyper concrète à des problèmes, même environnementaux. Si on regarde ce que fait la biotech aujourd'hui, c'est merveilleux. Pour moi, c'est la façon aujourd'hui la meilleure façon de résoudre nos problèmes de fond sur le réchauffement climatique et les enjeux environnementaux. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu cette approche technocrate où je me dis, en mettant du jus de cerveau dans ce genre d'environnement, qu'on va apporter des solutions concrètes pour l'avenir et pas en essayant de le fuir ou de l'éviter.
Je suis assez d'accord avec toi globalement. Trop cool. Donc ouais, j'ai fait beaucoup de... Enfin, pas mal de bourlinguer dans des boîtes IA ou dans des environnements tech. Après, donc, quand je suis rentré de Chicago, j'ai rejoint BNP. J'ai fait de l'accélération de start-up côté fintech. Donc là, BNP, c'est gros machin. C'est très corporate. Donc même si tu fais de l'accélération de start-up, tu restes rattaché Ça reste une grosse machine. Une grosse baleine. Tu apprends quand même plein de trucs. L'art de la politique. Parce que c'est un sujet quand même assez important quand tu fais de l'innovation et de l'open innovation dans un gros corporate. Et en même temps, tu vois plein d'entrepreneurs qui n'ont rien à foutre des codes, politiques d'un gros corporate et qui sont juste là, le couteau entre les dents, prêts à tout faire pour bosser avec BNP, quoi. Et toi, tu dois faire le tampon entre les deux, même si à la fin, ton client, ça reste BNP et servir les métiers BNP, quoi. Mais du coup, enfin, tu vois, j'étais vraiment au quotidien avec les entrepreneurs, à créer des programmes avec eux, trouver une façon vraiment de les faire bosser avec un gros corporate comme BNP. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a tellement de problématiques quand tu es une jeune boîte et que tu essaies de bosser avec un gros corporate comme ça, qu'à la fin ça peut juste te tuer, quoi. En fait, tu peux passer des mois et des mois à essayer de bosser avec BNP et juste tout cramer et fermer la boîte. C'est malheureusement l'histoire d'un certain nombre de startups mortes-nées, si je puis dire, pour avoir voulu côtoyer des structures qui évoluent sur des temps tellement longs et avec des amplitudes de mouvement où tu as tellement d'inertie. Qu'en réalité, eux, quand ils ont l'impression d'aller vite, t'as le temps d'avoir pris le mur 6 fois avec ta boîte qui a 3 semaines de run rate. T'as déjà changé de business model. C'est ça. Donc c'est un peu c'est malheureusement le truc. T'as de plus en plus, c'est intéressant, ça sera un sujet pour une autre fois, mais t'as de plus en plus d'acteurs qui se positionnent justement sur cet axe d'être vecteur d'innovation, facilitateur de collaboration. Nous on bossait avec un vecteur d'accélération, plug and play, donc à la base un VC américain qui a en fait un peu build sa réputation sur le fait qu'il mettait en relation des corporates avec des startups parce qu'eux connaissaient bien les startups. Parce qu'à la base, l'histoire, je crois, de Plug and Play, c'est le fondateur a eu la chance d'avoir hébergé une petite startup qui s'appelait Google, contre equity pendant quelques années, dans un hangar. Et du coup, bah, forcément, quand tu viens de l'immobilier, que tu es déjà un magasin d'immobilier, ça aide pour la suite. Et donc, bref, toute la réputation sur faciliter l'interaction entre start-up et corporate. On va se mentir, c'est un peu bullshit aussi. Il y a beaucoup de vent dans ce qu'on peut arriver à faire croire qu'on fait quand on est corporate avec des startups. C'est souvent dur d'aller dans le fond et de vraiment construire des relations long terme avec des startups pour toutes les raisons qu'on a évoquées là, mais il y en a encore tellement d'autres. Et c'est vrai que ça peut être un peu frustrant. Bon, après, moi j'ai jamais vu de startup mourir dans le programme, heureusement. Mais tu vois bien qu'il y a un moment où tu n'arrives pas à donner le niveau de réactivité que tu aimerais pouvoir donner à une startup parce que toi tu viens d'un monde où, enfin moi j'ai mes armes dans la tech, j'avais ça en moi et du coup j'avais quand même une vraie frustration où je voyais que ça avançait pas, quoi. Et t'as des non-dits, etc. Et en fait c'est vrai que c'était un peu une position bâtarde où d'un côté l'éléphant, tu vois, qui peut te faire, la souris le côté la souris, et en fait l'éléphant ça peut te faire vraiment genre décoller quand t'es une startup. En vrai il y en a qui ont réussi à closer une collaboration réussie, c'est la rampe d'accélération idéale. La réalité c'est que c'est une rampe qui est un peu risquée. C'est clair. Mais tu vois, de ça t'apprends énormément sur les risques à bosser avec un corporate, comment faire en sorte de comprendre à quel moment, enfin où tu te situes dans le pipe du corporate. C'est ça. Et bien analyser ce pipe. Tu peux avoir des super signaux faibles de putain, votre techno elle est géniale, et en effet il y aurait un use case à combler chez eux pour ça. Mais après il faut voir le boulevard qui t'attend avant d'arriver à la ligne d'arrivée. Et souvent ta ligne d'arrivée continue de s'éloigner si t'avances. Et est-ce que du coup toi tu as la capacité de rentrer dans ce boulevard là. Et c'est vrai que moi ça m'a donné aussi la capacité de dire sur pas mal d'autres topics plus tard dans mon expérience, de dire bah là il faut qu'on arrête de discuter avec ce partenaire-là. Ouais c'est top nos discussions et ils sont intéressés, etc. Mais là on va se cramer. On le sait très bien. Il faut qu'on sache juste reprioriser nos ressources, c'est-à-dire on verra plus tard, une fois qu'on sera plus mature et qu'on sera plus à l'aise, on remettra la discussion sur la table, on avancera ensemble. Oui, et ils seront toujours intéressés à ce moment-là. Et en fait, exactement, l'intérêt n'a pas forcément évolué de leur côté parce qu'il y a une certaine inertie. La réalité, c'est que très peu de temps aura passé pour eux. Ouais, c'est clair, alors que 6 mois pour certaines startups, c'est la moitié de la vie de la startup. Donc, Et du coup, après BNP, qu'est-ce qui se passe? Après BNP, je rejoins une boîte qui s'appelle Monk, Monk.ai, donc là, pure AI,
qui fait de la détection de dommages sur des voitures avec de la computer vision. Donc là c'est vraiment team d'ingénieurs, super team, on s'est vraiment éclaté tous ensemble. Je suis resté un peu plus de 8 mois je crois. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai rejoint la team en tant que Head of Partnership. Donc je gérais les partenariats, notamment le fait de distribuer cette techno en indirect, donc faire du B2B2C, voire du B2B2B2C, en se disant on va se faire distribuer par des mecs qui font des solutions pour des professionnels d'automobile, qui potentiellement pourraient mettre ces solutions ensuite dans les mains d'un site, donc d'un final user, ou pure B2B. Quoi. Super intéressant, t'apprends une tonne sur les enjeux d'une deep tech, t'es une petite boîte, t'es très agile, c'était vraiment une bonne osmose de travail où je pense qu'on était très alignés sur les valeurs de travail, etc. Donc ça marchait bien. La boîte elle a été rachetée. Ouais, ce que j'allais dire, histoire qui se termine, histoire qui se termine bien en plus, mon clair. Puisque du coup ça a fait une belle sortie par le haut. Ouais, c'est clair, c'est très cool pour eux. Moi je voyais pas forcément de courbe d'apprentissage hyper, inspirante post-acquisition. J'avais déjà bossé dans un gros corpo et je craignais un peu le retour au corpo. Envie d'y retourner et de remettre une dose. J'avais un peu ce FOMO où je me suis dit putain, je suis arrivé chez Monk, le couteau entre les dents, prêt à tout dégainer. Et là, on change de vitesse. Tout le monde, on recommence à changer de rythme. Du coup, j'avais vraiment envie de rester dans cette logique de il faut tout défoncer, je veux rester couteau entre les dents. Du coup, on reste en start-up. Même s'il y avait, je pense, beaucoup à prendre en termes d'apprentissage sur comment une jeune start-up d'IA va se faire intégrer par un acteur américain, c'est très différent de ce que j'ai pu voir ailleurs. C'est pas que j'ai déjà vécu, hein, mais pour moi c'était pas... Non, t'as de toute évidence des sujets post-acquisition qui sont des sujets hyper passionnants et qu'il faut voir, je pense, si on en a l'opportunité une fois dans sa vie, parce que d'un point de vue pro c'est hyper stylé. La réalité c'est aussi que, et comme ça on précise un petit peu pour l'audience, mais en gros quand tu intègres le fameux groupe corpo qui rachète la startup pour laquelle tu bossais, ce qui se passe c'est que soit tu restes et à ce moment-là t'es ce qu'on appelle réincentivé, mais auquel cas t'es reparti pour 2-3 ans. Ouais, c'est ça, tu re-signes. C'est pas un truc où tu peux rester 6 mois, voir un petit peu ce qui se passe et t'en aller dans l'idée. Donc du coup il y a quand même un petit commitment dans la durée qui est attendu de toi si jamais... Ouais, t'as un trade-off à faire à ce moment-là où il faut se poser les bonnes questions. Maintenant, la trajectoire de Monk, elle reste top. Je pense qu'ils ont gagné beaucoup en sérénité aussi du fait de l'acquisition, donc c'est top pour eux. Ça permet de délivrer, de shipper des trucs sans être en urgence permanente, ce qui est aussi bon et sain. Pour du software, a fortiori quand on parle de software qui fait de la détection de dégâts en computer vision, enfin tu touches à des sujets qui sont pas complètement anodins. Ouais, c'est clair. Et du coup, post-Monk, qu'est-ce qui se passe? Le fait qu'il y ait cette acquisition de Monk, j'avais déjà un peu anticipé des discussions avec plusieurs boîtes. J'avais un peu le trade-off de soit je reste avec une casquette business, même si tu vas structurer pas mal d'ops sur ce biais-là, ça restait très orienté business, avec aussi beaucoup de bizdev, etc. Soit j'allais plutôt justement consolider les skills que j'ai pu développer sur la partie build des process, opérations, etc. Et aller chercher une casquette plus Head of Ops. Ça s'est un peu fait par hasard avec Kinetics parce que j'étais en train d'accepter une offre justement pour partir full business. En fait, il y a ma femme qui connaît bien le CEO de Kinetics, Yacine, qui m'a parlé de ce poste-là. On s'est vu avec Yacine et je pense que le process il a duré 2 jours et j'ai rejoint la team une semaine ou 2 semaines plus tard. C'était assez fulgurant. Comme quoi des fois il y a le destin qui toque à ta porte. Ouais, exactement. Un petit coup du destin. Du coup, maintenant ça fait une bonne année, un peu plus même que je suis chez Kinetics. Très très cool, en plus c'est des sujets qui sont globalement stylés donc... Ouais, on reste sur de l'IA, on reste sur la deep tech. Il y a un petit peu de computer vision mais c'est beaucoup plus des algos d'animation qui vont en gros vraiment capter les mouvements dans une vidéo et permettre de les intégrer. Mais du coup, c'est quoi les ops chez Kinetics? Grande question, les ops chez Kinetics. Aujourd'hui, je me considère comme un genre de couteau suisse. Je vais vraiment aller tacler plein de sujets différents avec toujours cette logique de mettre le moins d'efforts possible pour perdre du temps dedans. Sachant que j'ai plutôt une tendance à over-engineer des trucs. Donc c'est un exercice compliqué. Alors on le verra sur les autres vidéos, hein, mais un trait de caractère assez commun à nos amis des opérations en général. Cette espèce de recherche de la
perfection. Je pense que c'est un vrai frein, mais bon bref, c'est un sujet, on y reviendra je pense. Du coup, aujourd'hui, si tu veux, en termes de topics que je vais adresser au quotidien, du HR, recrutement, gérer les onboarding, etc. Je fais pas tout ça je suis pas solo, j'ai une personne dans mon équipe qui est donc HR Ops Associate, qui va beaucoup gérer les sujets admin, compta, finance. Donc c'est-à-dire je vais keep track de la compta, de la finance de la boîte, m'assurer qu'on est dans les clous, qu'il n'y a pas des trucs what the fuck qui passent sur la compta, catégoriser notre transaction pour qu'on puisse avoir une bonne projection de notre runway, etc. Finance côté equity, gérer la relation avec nos actionnaires, gérer les captables et compagnie, gérer nos outils d'equity. Heureusement on commence à être un peu outillé maintenant, donc ça facilite le quotidien. Ça devient un peu moins artisanal. Ouais, c'est moins artisanal, mais du coup c'est assez frustrant parce que c'est jamais comme tu veux. Il y a toujours un truc qui va pas, tu vois. Bon, bref. Donc ouais, HR, finance et equity. Après, une grosse partie orga, structurer les OKR, les process un peu transverses dans toute la boîte. Aussi bien sur l'aspect admin que sur l'aspect pur, mettre tu vois, de l'huile dans les rouages sur comment on communique entre équipes, etc. Sachant qu'on est passé quand je suis arrivé, on était 10, une dizaine, on est passé de 10 à 45 en l'espace de 6 mois. Et t'as tout le bazar qui vient avec. Ouais, donc faut tout structurer en même temps que le truc accélère. Et donc c'est un peu la métaphore de construire l'avion pendant qu'il est en train de voler, quoi. Clairement, il n'y a pas de parachute. Non, il n'y a pas de parachute et il y a quelques montagnes en plus en général. Donc, souvent, ouais, ça, heureusement, le pilote en général il n'est pas bourré, mais. Tout dépend. Mais c'est vrai que c'est un exercice de style assez intéressant. C'est assez éreintant parfois, honnêtement. Je suis pas forcément pour l'avoir vécu, oui. Là, en fait, t'as une charge mentale qui est permanente. Et moi, je suis dans une position où, en fait, à 9h, je vais gérer un sujet HR. Mettons, négocier un départ ou négocier un package de CDI avec un nouvel employé ou un truc comme ça. Et à 10h, je vais être avec un client pour gérer l'intégration de notre techno et croiser nos roadmaps pour que ça marche. À 11h, je vais me poser avec le head of product sur comment on va anticiper je sais pas, telle merde qui pourrait nous arriver sur... Ça c'est hyper intéressant, la notion que tu es en train d'aborder, à savoir le vrai côté couteau suisse, qui est un peu le truc, la description la plus commune qu'on pourrait retrouver des ops en startup, surtout en startup un peu early stage. Une question que je pense qui est hyper intéressante là-dedans, c'est comment tu gères justement cette forme de charge mentale à 9h, je suis en train de gérer un sujet RH, à 10h, je suis avec la compta, à 11h, je suis avec un client pour parler implémentation, à midi, je suis avec les deux associés cofondateurs pour parler pitch investisseur, etc. Enfin, en gros, j'ai fait le 360 de la boîte sur la matinée, et chacun de mes interlocuteurs a besoin de mon attention et de ma concentration au moment où je suis avec lui ou elle. Avec des niveaux de détail très différents. Avec des niveaux de détail très différents. Parfois tu vas être très low level et parfois très très high level. Et en gros, quand tu fais l'aller-retour beaucoup, c'est un sujet qui ressort fréquemment dans les discussions qu'on a eues avec des gens qui font des ops sur différents setups. La fatigue, le stress mental, la fatigue mentale que ça peut générer. Et il y a deux grands axes qui ressortent. Il y a ceux qui le traitent en surorganisant leur emploi du temps, à savoir, il y a ce que moi j'appelle les sociopathes de l'organisation, qui sont le lundi de 9h à 10h47 et 25 secondes, c'est compta, machin, etc. Ça se répercute un peu sur toute la semaine. Et t'as les autres qui sont un peu plus fluides, voire beaucoup plus fluides, donc qui acceptent la plasticité mentale que demandent ces rôles, réduisent souvent un peu le nombre de sujets qu'ils traitent sur une journée. Tu vois, il y a l'approche de dire je surstructure quitte à devenir rigide, il y a l'autre approche qui est de dire j'accepte le fait que mon job c'est de gérer le chaos. Du coup j'essaye de faire en sorte de pas faire 360 de la boîte en une matinée, quoi. C'est clair. Je t'avoue que je suis pas un contrôle freak de mon agenda. J'ai des recurring sur des sujets que je sais que je dois pas rater. Je sais pas, checker les transactions dans d'autres outils de compta, des trucs comme ça. Maintenant, ou sinon je vais utiliser mon agenda pour structurer
sais pas, des transitions, mais là typiquement Crédit du Nord a été racheté par Société Générale, il a fallu gérer toute la transition. Bon, c'est des trucs que tu il y a un certain nombre de boîtes qui sont prépares. Ouais, il y en a plein qui galèrent. Plein dedans. Franchement, c'est chaud. Honnêtement, je sais pas. Enfin, tu vois, typiquement, ça manque d'opération à ce niveau-là parce que les mecs se réveillent un mois avant la fusion, ils disent ok, c'est comme ça que ça va se passer. Ah, et puis il y a zéro transférabilité de rien du tout. Non, c'est. Et c'est vrai que t'as aussi des sujets qui vont devenir en fonction des actus de ta boîte. J'ai pas forcément une prévision nette et précise de ok, le 25 juin, lundi, c'est sûr que j'aurai ça. En fait, je suis obligé de rester flexible. Et typiquement, mon scope a beaucoup évolué au fil de mon expérience chez Kinetics. Je suis arrivé au début, il fallait clairement mettre du fuselage sur l'avion pendant qu'il volait, structurer les onboarding process, etc. pour que les gens arrivent et qu'ils aient l'impression d'arriver dans une boîte qui claque alors qu'on était 10 il y a 2 semaines. Et là maintenant je suis plus sur les sujets de ok, comment on va créer des long term relationships avec des clients, comment on les onboard sur des roadmaps, comment on leur fait comprendre qu'on est le key partner qu'il faut pour le futur. En sorte qu'il y ait le moins de feu possible qui s'allume au quotidien, passer sur des sujets un peu plus structurants clairement. Et du coup potentiellement un peu plus long-termistes. C'est ça. Et en fait, moi, honnêtement, j'ai pris du plaisir, je prends du plaisir sur les deux. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à pas over-engineer des trucs pour... je l'ai fait, je l'ai fait beaucoup, je le confesse. Mais faut toujours se demander, est-ce que je suis pas en train d'over-engineer un truc et justement de... T'as ce fameux bref, on a décliné Pareto à toutes les sauces. Donc on appelle ça le 80-20, c'est pas vraiment le sens du théorème de Pareto à la base, mais bon, peu importe. Cette fameuse doctrine du 80-20 un petit peu qui est de dire à quel moment est-ce que je rentre dans une démarche où je fais beaucoup d'efforts pour créer peu de valeur, ce qui est un débat un peu permanent, surtout quand tu gères la façon dont s'articulent les fonctions à l'intérieur de la boîte, les process et tout ce qui va avec. Franchement c'est dur. Surtout quand tu es dans un rôle où tu dois anticiper des merdes, mais il faut pas les anticiper trop tôt. C'est ça. Et donc, typiquement, on s'est créé une page Notion avec notre Head of Product qui s'appelle le Sheet Page. Et à chaque fois qu'on a une idée d'anticipation de merde qui va nous arriver, on sait pas quand, on se la met dedans et on se fait un meeting une fois tous les mois, on regarde la Sheet Page et on dit ça on fait pas, ça on fait pas, ça on fait pas. Et on a vraiment notre Sheet Page qui grossit comme ça et pour l'instant on la laisse juste se nourrir d'elle-même en se disant ça c'est des trucs aujourd'hui si on cherche à anticiper ça et à l'adresser aujourd'hui, on va over-engineer un truc et peut-être se retrouver en fait à perdre deux semaines de dev, des trucs comme ça. Avec des ressources qui sont limitées puisque start-up. Ouais, c'est ça, c'est clair. Start-up ou pas, t'es obligé de toute façon, t'as une roadmap et t'es obligé de composer. Il y a un moment, t'es obligé d'essayer de meet soit les deadlines, soit les problèmes de cash. C'est clair. Trop cool. Petite question, parce que là, en gros, je pense qu'on a fait un joli tour du couteau suisse. Du couteau suisse. On en discute, c'est assez fluide, parce qu'on fait peu ou prou le même métier. Comment t'expliques ton job à ta grand-mère ou à ton grand-oncle au repas de Noël quand la question survient une fois par an? Je t'avoue, je pense que j'ai plus de difficultés à expliquer à mon grand-père ou à ma grand-mère ce que c'est Kinetics que ce que c'est qu'un Head of Operations. Maintenant, Head of Operations, pour moi, ça, en fonction de ton niveau du niveau de scope que tu vas couvrir, ça peut s'apparenter à un job de directeur général dans des boîtes un peu plus classiques. Après, si j'essaie de trouver un parallèle immédiat sur des jobs plus classiques, pour moi, c'est diffusé dans des fonctions particulières. Si tu fais du sales ops, ça va plutôt être je sais pas, head of business ou un truc comme ça. Pour moi, ça dépend vraiment de où tu mets ton focus et jusqu'où tu couvres, quelle palette de focus tu vas couvrir. Et du coup, tu penses que c'est plutôt un rôle, une typologie de rôle nouvelle, ou est-ce que tu penses que c'est encore un exemple de choses que nous, start-upers, on renomme pour après prétendre l'avoir inventé? C'est peut-être un peu des deux. Est-ce que c'est le maquillage de poste qui existait déjà avant? C'est possible. Je te dis, je pense que t'as des mecs qui doivent faire ce qu'on fait dans des grosses boîtes qui s'appellent pas Operations, qui s'appellent autrement et qui font des process. Je sais pas, qui vont optimiser des process ou qui vont mettre en place des process, mettre de l'huile dans les rouages à plein de niveaux, des project managers, des trucs comme ça. Ça se trouve, c'est même project manager le rôle classique. C'est possible que ça soit chef de projet, PMO. Exactement. Tu peux arriver à trouver, je pense, des
des similitudes dans les skills qui sont nécessaires et dans le day-to-day. Là où je trouve que la startup vient mettre quand même son petit coup de vernis, c'est que c'est aussi une bonne occasion de faire un fourre-tout où en fait en fonction de la startup, ton head of ops il va faire tout n'importe quoi de différent. Et c'est marrant parce qu'on a un réseau de head of ops avec pas mal de biotech et deep tech que je connais. Et on a fait quelques pots ensemble et à chaque fois qu'on se voit, on se raconte un peu notre quotidien, nos gros enjeux et tout. Et c'est souvent, mais ça n'a rien à voir quoi. En fait, en fonction du stade de la boîte, et c'est normal. Voilà, je pense qu'il y a un petit mix des deux. Et pour revenir sur le sujet versatile, ouais, je pense que c'est un vrai, c'est pas un skill, mais t'as besoin d'être versatile pour faire des ops dans une startup, c'est sûr. Sauf si vraiment t'es focalisé sur, je sais pas, une partie de la chaîne de valeur de ta boîte. Mais si à partir du moment où t'es multiscope, tu as besoin d'être versatile, c'est évident. Et sur le stress, en fait, c'est très variable des situations. Ouais. T'as des situations qui vont plus ou moins t'affecter en fonction de tes affinités. Je sais pas, négocier un package d'entrée ou de sortie, ça n'a rien à voir avec poser un process, poser un process optimiser un process ou un truc comme ça. Construire une data room pour des board meetings. Ouais, voilà, et du coup, en fait, en fonction de. Tu vois, une data room ça peut être hyper impressionnant pour certaines personnes en disant putain, il y a un board meeting, c'est hyper important, etc. Là où d'autres vont prendre des meetings HR comme des choses avec des enjeux un peu plus forts parce que plus personnels et ou l'inverse, exactement. Et tu touches aux gens et ouais, c'est ça. Donc tout ça pour dire que la répercussion sur le stress, ça va dépendre de où tu mets ton curseur d'émotion et d'affinité. Ouais. Et après, moi j'ai pas de stress professionnel en fait. Je me souviens je crois que c'était de mes premières expériences pro. Un jour j'étais du coup assez junior. J'avais un mail à envoyer à un big corporate et j'étais vraiment hyper impressionné par l'ampleur du mail et ce que je vais mettre dedans, etc. Et mon boss était vraiment un vieux briscard à l'époque. Je pense que le mec mettait à peu près une demi-heure à ouvrir une fenêtre sur Windows. Là vraiment c'était long. Il m'avait dit, mais tu sais Paul, il n'y a pas d'urgence dans le business. À partir du moment où t'es pas dans un hôpital à sauver des vies, tu vas jamais avoir un trade-off qui fait que tu dois te stresser sur des urgences. Et en fait, les urgences, tu pourras toujours les postponer. Et du coup, ça te permet aussi, quand t'es sur ce poste-là, avec ce niveau relativiser beaucoup de choses. Exactement. Et je pense que c'est un vrai sujet sur comment tu vas réussir à être multi-casquette comme ça. C'est te dire, ok, il y a des choses, en fait, ça c'est peut-être moins urgent. C'est important, mais c'est moins urgent. Donc vas-y, je vais mettre de côté. Et cette matrice importance-urgence, elle est hyper importante quand tu fais des ops parce que tous les jours, t'en as plus sur ton assiette. Et si tu sais pas le lire avec appréhender l'importance et l'urgence de ce que tu dois faire, en fait, tu passes ton temps à stresser. Ouais, et puis j'ai envie de dire quand tu avances un peu dans ta carrière, tu discutes avec des profils qui sont aussi ou directeurs des ops sur des boîtes où tu as 1000, 2000, 5000 personnes dedans et où en fait ils te résument le truc assez bien, souvent en disant que la finalité de leur job c'est de faire de l'arbitrage et de faire de l'arbitrage, pour maximiser les capacités de la boîte à atteindre ses objectifs, 2 pour le faire sans qu'il y ait ou alors qu'il y ait le moins possible de parasitage interne parce que les ressources sont allouées au bon endroit au bon moment. Et c'est vrai que c'est un vrai truc et je pense le fil rouge de notre vie à tous, cette bonne vieille matrice importance-urgence qu'on tient tous des Navy Seals d'ailleurs, mais on vit tous un peu sous leur parapluie de ce côté-là. Et c'est hyper intéressant de voir que tu le développes jeune, en début de carrière, et c'est d'ailleurs un trait caractéristique qu'on retrouve chez les ops, chez les gens qui font des bons ops, cette capacité à dire ok, si j'écoute Jean, Jacques et Robert, tout est urgent, tout est urgent, tout est important, et du coup je suis obligé d'avoir ma propre grille de lecture en prenant en compte un peu tous les paramètres de la boîte. Souvent sur les juniors de la boîte, je les invite à faire cet exercice pour apprendre à justement appréhender un sujet et pouvoir attribuer ces valeurs-là à ce sujet-là. Parce que pour moi, c'est un truc qui va te permettre vraiment de grandir professionnellement, mais quel que soit ton poste en fait. Pour revenir sur le sujet de mettre les ressources au bon endroit, je pense que c'est aussi une vraie casquette du Head of Ops aujourd'hui, c'est comment tu vas optimiser tes ressources par rapport à ton temps de vie donné quand tu es une startup. Et est-ce que tu as effectivement les bonnes ressources au bon endroit? Et en fait,
ça peut être le cas à l'instant T, mais il faut le challenger en permanence C'est ça. avec les fondateurs et toujours se questionner et pas avoir peur de justement challenger le statu quo parce que ça évolue. Et est-ce que, c'est intéressant, ça amène à une autre question qu'on va essayer de couvrir relativement rapidement. Dans quelle mesure t'estimes que ton rôle, c'est de donner de la visibilité quasi temps réel à des fondateurs qui sont mécaniquement un peu déconnectés du quotidien des équipes, et je le dis pas du tout dans le mauvais sens du terme, mais juste parce que leur rôle les entraîne dans une direction, Ouais, c'est clair. et que du coup il n'y a pas forcément un contact permanent. Ouais, pareil, c'est un jeu d'équilibriste, je pense un peu. Il faut arriver à savoir quelle information tu veux donner pour garder les fondateurs les pieds sur terre. Et en même temps, tu peux les laisser décoller et tu peux les laisser complètement je dirais un peu crédule par rapport à la situation, par rapport à tous les feux que toi tu vois en tant que Bien DevOps, sûr. parce que c'est ce qui va leur donner la liberté d'aller pitcher des VC, des big corporates, etc. et d'avoir une vision qui est un peu vierge de la réalité. Et en même temps, ils sont pas dupes. Ils savent très bien la réalité, ils savent très bien que Bien sûr. ils sont en train de... Un CEO, il sait très bien qu'il survend sa boîte en permanence, c'est son rôle. Il est pas là pour vendre la boîte à l'heure actuelle, il est là pour vendre la vision. Et en général, les VC mettent des sous dans la vision et pas dans la boîte actuelle, sauf au tout début, parce que tu regardes les deux fondateurs. Mais voilà, c'est vrai que c'est un jeu d'équilibriste où il faut savoir dire, attends là, faut que tu saches ça parce que ça va t'aider à mieux composer sur ta vision. Et en même temps, je vais pas te dire que un tel, ça fait 3 semaines qu'il est absent parce que je vais le gérer tout seul et t'inquiète pas, je te dirai juste quand on aura géré le problème, ça sert à rien que je te pollue avec ça. Tu vois, C'est cette toujours. espèce, encore une fois, une histoire d'arbitrage. Ouais, clairement. Ouais. Bah après, c'est à très moindre niveau, tu vois. Qu'est-ce que je distribue pas? On n'est pas 2000, mais t'as quand même des arbitrages sur quelle information tu vas Tout le temps. servir. Ça fait partie de nos jobs. Et tu vois, et à l'inverse, la partie transparence vis-à-vis de l'équipe, je suis arrivé chez Kinetics avec une logique assez biaisée sur la transparence en disant qu'il faut vraiment qu'on soit hyper transparent. Tu vois, Alan, tu vois, c'est toutes ces startups qui prennent la transparence presque à outrance, mais enfin en tout cas, transparence. Transparence nette et précise, une vraie transparence. En fait, ça marche quand tu as une bonne culture, quand tu as créé la culture qui va avec, mais tu peux pas arriver et dire on va être transparent. Ça marche pas comme ça. Et en plus, le truc c'est, au-delà de la transparence, c'est comment tu vas communiquer l'information à tes équipes. Et en fait, quelle est la bonne information pour permettre à ton équipe d'avancer. Et toujours dans cette logique de optimiser tes ressources dans le temps imparti et dans le contexte donné. Et en gros, moi j'ai appris un peu mes dépens et en itération avec le fondateur que ça sert à rien de vouloir onboarder tout le monde sur ta vision, ça sert à rien de vouloir onboarder tout le monde sur... En tout cas, nous dans notre contexte, on a mis beaucoup d'efforts pour, tu vois, poser la vision, que tout le monde comprenne où on va. On est dans un écosystème hyper complexe, ce qu'on fait c'est hyper complexe à comprendre. Et en fait, il y a un moment, tu te dis, c'est pas grave si on a que 80% des gens qui abide et valident la vision, ça suffit pour avancer. Et en fait, ce qu'il faut peut-être plutôt, c'est les nourrir des grosses priorités à très court terme qui sont finalement les milestones qui vont permettre d'aller vers cette vision-là. Si tu cherches à tout prix à communiquer de manière hyper transparente ta vision et où tu vas et tous les paramètres qui vont venir rentrer dans cette vision-là. Tu peux avoir une surcharge. Exactement. Une surcharge d'informations, surcharge informationnelle, mais qui est extrêmement anxiogène. Surtout quand tu traites avec des gens qui n'ont pas du tout été habitués à ce genre de culture. Enfin, il y a une notion d'acclimatation, il y a une notion de culture de la boîte. Enfin, tu touches à plein de sujets qui sont hyper deep dans une boîte. Et globalement, je pense que je suis assez d'accord avec toi dans le sens où pour moi ça dépend véritablement de la boîte, en fait. Clairement. Et là où je suis aussi en ligne avec toi, c'est que j'ai aussi eu mon époque. Il faut absolument être 100% transparent dans tout, etc. Aujourd'hui, je suis convaincu que c'est beaucoup plus compliqué, enfin que c'est un sujet beaucoup plus vaste que celui-là. La surcharge informationnelle, il faut vraiment faire attention parce que moi j'ai vraiment vu des gens dans l'équipe se perdre parce que en fait j'avais donné la mauvaise information et du coup ils étaient en train de sans s'en rendre compte, anticiper des trucs qui ne sont même pas encore arrivés, c'était il y a un an. Tu vois. Et tu te dis, mais comment cette personne-là en est arrivée à se dire, ah, il faut que je prenne ce paramètre-là en compte dans les specs de mon produit aujourd'hui, alors que c'est un paramètre qui, aujourd'hui, enfin, qu'on n'a même pas vu en fait naître. Et donc c'est vrai que c'est un exercice aussi qui est très fin, et pour moi c'est aussi complexe à équilibrer que
au-dessus, comment tu vas bien fider tes fondateurs avec Oui. les bonnes infos. Et du coup, ouais, entre les deux, toi, Bah, t'es tout ce là qui et... touche à la communication et à la circulation de l'information de manière générale, c'est des sujets qui, bon, en plus d'être très modernes, puisque c'est très récent comme approche, sont éminemment complexes. Ouais, Que- c'est difficile de craquer le truc, surtout quand t'es dans des setups un peu bâtards, tu vois, où tu fais de l'hybride, t'as des gens qui viennent au bureau 3 jours par qui sont semaine. en remote, En t'en fait, as certains en A5. exactement, t'es pas vraiment organisé de manière structurée sur comment la communication fonctionne. T'as beau vouloir organiser les choses et mettre des process, etc. Et à un moment, ça devient juste en fait, rigide et les gens communiquent Oui, plus. et du coup, les gens arrêtent de se parler, Euh, et donc t'arrives sur un autre truc Ouais, négatif. c'est ça. Et honnêtement, c'est dur de craquer ce truc sans aller dans un extrême type Mhm. Alan qui fonctionne très bien et franchement, chapeau parce que c'est une culture très, très prononcée, tu vois. Mais tu sais, c'est hyper intéressant parce qu'ils en parlent régulièrement et un de leurs sujets, c'est justement qu'ils doivent se passer d'un certain nombre d'excellents candidats quand ils sont dans des process de recrutement parce que culturellement, il n'y a pas le niveau de fit suffisant. Ouais, c'est clair, c'est Tu vois, clair. donc ça, c'est un truc qui vient avec un trade-off aussi Mhm. extrêmement important. Tu vois, de se dire la Ouais, c'est culture, clair. Non, c'est elle fort. est comme ça et on avance. Mais tu vois, je trouve que ce sujet-là de communication, quel outil, comment, combien, jusqu'où, quel niveau de profondeur, etc. Tout ça, en fait, c'est dur parce que t'as pas envie de casser ce que t'as créé, t'as Ouais. pas envie de casser l'inertie, enfin la vitesse que t'as donnée à ta boîte, etc. Et en même temps, tu vois bien qu'il y a des trucs qui marchent pas. Moi, je trouve les channels one-to-one sur Slack, ça détruit l'information. Aujourd'hui, il y a plein d'infos qui passent pas par des channels publics. Oui. Et je suis un peu parfois à faire la guerre à dire passer sur les channels publics, ou ça aurait dû être mis sur un channel public parce que tu veux pas non plus devenir. C'est compliqué Non, de tu derrière veux pas forcer être ça. contre-productif et créer des bad vibes. Ouais. Mais tu sais que d'ailleurs c'est intéressant parce que ça, on pourrait rebondir sur le cas d'école Shopify qui coupe les meetings, qui coupe Slack d'ailleurs, qui bascule sur Teams pour pouvoir cutter les channels one-to-one, etc. Alors ça fait beaucoup de bad buzz. C'est probablement pas communiqué de la manière la plus idéale qui soit, etc. On peut toujours trouver des trucs à leur reprocher. Mais la réalité, c'est que je pense que quand t'as des boîtes, qui sont quand même des très belles boîtes, globalement, qui se lancent dans l'étude de ces sujets-là, c'est que t'as un vrai point. Sur le temps qui est consommé, sur le temps qui est alloué par personne, la charge mentale que ça représente et la fatigue que ça peut représenter, d'interagir avec autant de personnes différentes chaque jour pour aller chercher de l'information, en échanger, etc. Versus avoir des canaux un peu plus streamlinés et se dire, bon ok, tout échange est public et à partir de ce moment-là, quand tu veux l'information, elle est facile à trouver. Tu vois, là-dessus, on a essayé de mettre en place des règles en disant tout ce qui est par mail, c'est un effet gravé dans le marbre. Et en fait, on va uniquement itérer par mail sur des sujets qui vont être structurels pour la boîte. Et en gros, à la fin du mail, à la fin de la boucle de mail, c'est gravé dans le marbre. C'est un effet vraiment un peu officiel et un peu, je sais pas, divin sur le mail. C'est ça, Euh, mais du coup, c'est l'effet on vraiment. l'enregistre dans le Exactement. grand livre. C'est dans le registre. Là où Slack, ça va beaucoup plus pour de l'interaction ou de l'information, des updates, etc. Mais tu vois, ça reste pas optimal aujourd'hui. Il y a beaucoup d'informations qui continuent Qui se de. perd du coup, qui navigue en eau trouble et qui est Ouais. difficile à retrouver. Ok, du coup, si on s'intéresse un petit peu à des sujets d'accomplissement Ops, est-ce qu'il y a un exemple en particulier auquel tu peux penser, que ce soit chez Kinetics ou dans tes XP précédentes, où tu te dises, bah là, en termes d'Ops, c'était quand même très stylé. Comme je te dis, j'ai des casquettes assez variées. Donc ça va être sur des sujets très variés. On a, je pense, bien craqué le sujet par exemple de gestion des fiches de paye chez Kinetics. Ouais. Pour l'optimiser au max, on a presque dupliqué un genre de people doc avec Google Drive, fait un truc automatique et du coup la personne dans mon équipe qui passait je pense je sais pas 2 semaines à gérer ça, elle se retrouve à juste appuyer sur un bouton et s'automatiser. Plutôt quali comme success. Et j'avoue que... Et du coup, juste qu'on reprenne pour centrer le sujet, quand on dit gestion des fiches de paye, on pense à quoi? Bah en gros c'est tout ce qui va être
ta fiche de paye, en fait, une fois que tu l'as éditée en tant qu'employeur, tu es obligé de l'envoyer à ton salarié quand tu l'as payé. Et donc sur le process spécifique là de fiche de paye, l'enjeu c'est de dire comment tu vas pouvoir envoyer à tous tes salariés en un clic toutes tes fiches de paye de manière personnalisée, qu'ils puissent aussi accéder à tout l'historique de leur fiche de paye, sans avoir à chaque fois à nous demander ah je peux avoir accès à la fiche de paye de décembre. Et donc c'est vrai que ça facilite beaucoup le travail de cette personne-là, là où elle passait parfois des semaines entières à préparer ça. Et du coup, on automatise et on met un petit process pour permettre que la personne qui est en charge gagne un maximum de temps et puisse, in fine, se concentrer sur le moment où elle crée de la valeur, à savoir peut-être quand il y a des questions des salariés ou quand il y a du troubleshooting à faire parce qu'il y a quelque chose qui s'est pas passé comme prévu. Ouais, clairement. Passer plus de temps sur des sujets plus quali, c'est toujours l'enjeu de pourquoi t'optimises. Et est-ce que c'est pas justement un des grâles des ops d'arriver à éliminer toute la partie superflue de certaines fonctions pour les laisser se recentrer? Est-ce qu'on n'est pas la personne qui travaille sur la machine pour que les gens qui bossent dans la machine soient le plus... Ça c'est l'intelligence artificielle. Ouais, nous on est là pour faire gagner du temps aux gens, optimiser les ressources avec une ressource donnée et du coup pouvoir délivrer plus avec le même niveau avec les mêmes ressources. C'est ça l'enjeu. Là où je pense que l'IA vient même remplacer certaines ressources. Nous on compose avec les ressources qu'on a et on fait gagner plus de temps, on optimise pour livrer plus. Pour revenir sur les accomplishments côté ops, je pense qu'il y a un truc qu'on fait bien aussi, c'est tout ce qui est onboarding. Pour le coup, c'était un vrai sujet quand je suis arrivé. Onboarding des nouveaux on parle de nouveaux salariés. Ouais, nouveaux salariés qui arrivent dans la boîte. Tu débarques, comment tu te familiarises avec la boîte, comment tu te familiarises avec les process de la boîte, comment tu sais comment prendre des vacances. C'est tout con, mais en fait, tu vas jamais oser poser cette question quand tu viens d'arriver. Parce qu'on arrive, on est tout vert, on est tout timide. Voilà. En plus, si tu demandes comment poser des vacances, t'as peur de passer pour un feignant, donc du coup, c'est... Enfin, t'as plein de sujets comme ça où il faut arriver à donner un maximum d'éléments en self-service pour que toi, en tant que nouvel arrivant, tu sois le plus autonome possible dans ton onboarding. Et plus tu es autonome dans ton onboarding, meilleur sera ton onboarding parce que tu vas le gérer comme tu veux. Et il ne sera pas dépendant de l'input d'un manager qui peut être en vacances ou sous l'eau ou quoi. C'est toi qui fais ton onboarding à ta vitesse comme tu veux. Donc l'enjeu, ça a vraiment été de faire un onboarding sur step by step. Tu viens d'arriver, tu as tes 3 semaines devant qui sont déjà remplies, ta page Notion avec tout ce qu'il faut que tu fasses, tes différents liens, etc. Et tu vas naviguer dans ce magnifique outil qui est Notion, mais aussi dans plein d'autres outils pour justement apprendre ce que c'est que la boîte, où elle va, qui est l'équipe, qui tu dois aller voir pour tel ou tel sujet, qui fait quoi dans l'équipe, quelles sont les grosses priorités en ce moment, etc. Du coup, si on rentre un petit peu dans le détail, parce que c'est un sujet qui est hyper intéressant, l'onboarding des nouveaux salariés. Encore une fois, éminemment complexe, parce que c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le croit, d'offrir une bonne expérience des premières semaines à quelqu'un qui débarque dans une structure qui est une structure sociale, donc un truc avec ses codes, ses gens déjà en place, ses informations publiques, plus ou moins accessibles, complètement cachées pour certaines, pas forcément volontairement, hein, mais on sait tous comment ça se passe. Et du coup ça m'intéresse de focus un petit peu sur 2 éléments. Le premier élément, c'est comment tu diagnostiques le problème, c'est-à-dire comment est-ce que tu fais le constat, ok, notre onboarding il est pas au niveau. Et deuxièmement, qu'est-ce que tu mets en place derrière? Tu as évoqué rapidement ces bonnes vieilles pages Notion, ce côté self-service un petit peu, etc. Moi, ça m'intéresserait si tu peux rentrer un peu plus dans le concret. Et du coup, voilà, on se fait le diagnostic et le remède. Diagnostic, pour moi, le contexte Kinetic, c'était assez simple. On a 30 personnes qui vont rejoindre la boîte dans les 3 prochains mois. J'ai, je sais pas, 50-60 heures dans ma semaine. Je peux pas passer ne serait-ce qu'une heure avec chaque personne que je viens de border. Je suis obligé de trouver une façon d'automatiser au maximum un process qui n'existait pas. Donc c'est vraiment from scratch. Le diagnostic, je l'ai fait aussi moi-même, avec le propre onboarding que j'ai vécu chez Kinetics. Même si forcément, quand tu rentres en tant que DevOps, tu rentres pas avec les mêmes niveaux d'infos, etc. que quand tu rentres, je sais pas, en tant que UX designer ou en tant que R&D engineer. Et il y a 2 éléments hyper intéressants dans ce que tu mentionnes. Quand tu bosses sur des structures relativement, ce qu'on appelle early stage, donc jeunes, assez
assez récente avec encore pour l'instant peu de process, peu de structure. Souvent le Head of Ops il s'onboard tout seul. Et parce que c'est inhérent aussi à la personnalité des gens qui font ces métiers, d'avoir ce truc d'aller chercher l'information à droite, à gauche et de reconstruire un petit peu le puzzle. Et le deuxième élément, c'est que toi, du coup, le diagnostic, tu le fais face à un élément de pression extérieure. À savoir, tu as organisé ta campagne de recrutement, tu as 30 personnes à faire rentrer, à intégrer dans la boîte dans un futur très proche. Puisqu'on parle de 1 à 3 mois, on est sur des temps courts. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu te poses la question et que tu te dis, ok, maintenant qu'on a validé le fait qu'il y a ces 30 personnes qui débarquent vachement bientôt, comment on fait en sorte que ce soit pas une boucherie? Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup aussi, comment tu vas faire en sorte que tu sois je sais pas, en remote dans le sud de la France, sur place un jour sur 5 ou full time au bureau, t'es à peu près la même qualité d'onboarding. Et bon, moi je suis pas du tout, j'ai pas de formation HR particulière, je l'ai plus abordé de manière, je me suis mis dans les chaussures de quelqu'un qui débarque, de quoi j'ai envie, quelle information j'ai besoin pour, en fait, au terme de mon onboarding, dire que je peux naviguer dans cette boîte avec un certain niveau d'aisance. Forcément, il y a plein de trucs qui vont te manquer, même au terme de l'onboarding, mais quels sont les différents rituels que tu peux aussi plugger en plus de self-serve pour compléter en fait ton expérience d'onboarding avec des interactions avec des role buddies, avec ton manager, etc. Des points, même d'étapes qui te permettent de structurer ta montée en charge sur le poste, qui te permettent de te dire, même au bout de la première semaine, ok, en fait, c'est hyper clair ce que je dois faire chez Kinetics dans les 6 prochaines semaines, ça a l'air super cool, je sais comment je vais pouvoir m'intégrer, je sais où sont les différents éléments hyper casse-couilles que je n'oserais jamais demander à qui que ce soit parce que je viens d'arriver et que je ne veux pas passer pour ni un feignant, ni un mec qui comprend pas, même un créateur, tu vois. Il y a plein de gens qui n'osent pas demander. Oui. Et du coup, en fait, si t'as tout qui est à disposition. Mais le tabou de la question, c'est un truc qui fait tellement de dégâts dans les boîtes. En plus. C'est chaud. Et du coup, tout ça, ça fait que l'onboarding chez Kinetics, c'est pas juste une page Notion, c'est plein d'éléments qui sont aussi, du coup, orchestrés par l'associate HR Ops, qui vont permettre de vraiment fluidifier au maximum l'expérience pour tout le monde, que tu sois chez toi à Cannes ou sur place. Ce qui est cool, c'est qu'on a eu des très bons retours des gens qui sont arrivés via Et comment? Parce que du coup, approche très ops du coup, parce que une de mes questions c'était est-ce que comment est-ce que tu considères que c'est un accomplishment, un succès, etc. Parce que approche très ops, problème, solution, mesure de l'efficacité de la... Et du coup, comment tu mesures a posteriori, surtout sur un sujet qui est un sujet très humain, très... Ouais, honnêtement, c'est toujours un peu frustrant parce que, encore une fois, ne jamais aller dans l'over-engineer et l'overkill, t'es obligé de mettre un niveau d'ambition sur ce que tu veux arriver à mesurer qui reste acceptable par rapport à ce que tu peux effectivement récupérer. Par rapport à ta cible et par rapport à ce que tu peux demander aux gens. Tu peux passer dedans, etc. C'est cool de récupérer 10 000 feedbacks de tes équipes, des gens qui ont été onboardés. Si à la fin tu n'arrives pas à les implémenter, ça sert à rien. Ça te fait juste des pages de lecture. Donc il faut trouver le bon équilibre. Nous, si tu veux, en fait, on a du coup un premier questionnaire de comment c'était ton onboarding, questionnaire de satisfaction avec différents points. Je pense que ça doit être dans les 2-3 semaines suivant donc vraiment à la fin de ton self-onboarding sur Notion. Après, tu as l'onboarding de management qui lui court sur 90 jours, un mois et demi. Et au terme de ces 90 jours-là, tu vois bien si la personne elle est onboardée sur la base des différents objectifs qu'a fixé le manager avec et du coup, tu arrives à faire une espèce d'évaluation croisée ça te donne une bonne entre idée, feedback, hard factors derrière. Comme d'hab, c'est toujours un truc où il faut mettre le bon curseur sur jusqu'où tu veux aller en termes de niveau de détail. Et arriver du coup à définir que on reste dans le fameux 80-20. Ouais, c'est ça. Qu'on n'est pas s'engouffrer dans les 20 à perte. En plus, je pense qu'il y a un sujet, je sais pas si tu as eu l'occasion de l'observer, que ce soit chez Kinetics ou ailleurs, un truc que personnellement j'ai eu l'opportunité de voir comme phénomène, qui est le niveau de granularité du feedback que tu prends auprès des employés, en fait, peut créer de la frustration chez eux quand ils ne voient pas
implémenté de changements relatifs au feedback qui a été remonté, ce qui est légitime, ce qui est humain, tout simplement, tu vois, mais parce que en gros, si je viens et que je te dis ah ben, est-ce qu'on pourrait avoir de l'eau gazeuse et que tu me dis qu'est-ce qui va pas, est-ce qu'on pourrait avoir de l'eau gazeuse que un mois après on n'a pas d'eau gazeuse, pourquoi est-ce que tu m'as posé la question, tu vois? Alors je simplifie à l'extrême, hein, mais pour l'avoir observé, c'est un vrai truc, et c'est aussi, ça rejoint au final la gestion des expectations au niveau de tes salariés, comme ce que tu fais avec tes clients d'ailleurs, qui est d'essayer de gérer, gérer la satisfaction, qui est encore un vaste sujet. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est la même logique que comment tu vas réussir à créer de la communication et de la transparence avec tes équipes. Il faut trouver le juste milieu. Il faut être humble. Tu peux pas achieve 100% de satisfaction avec que ce soit tes salariés ou tes clients. Et donc en fait, c'est qu'est-ce qui est good enough pour continuer. C'est ça. Bah, de toute façon, fondamentalement, on fait un métier de service. Hein. C'est... on a des titres ronflants et des belles fonctions. La réalité, c'est qu'on fait un métier de service et que juste on fait un métier de service qui est tourné souvent vers l'intérieur de la boîte et qui du coup est moins connu. Ouais, c'est clair, c'est pour ça que pour moi ça s'apparente un peu à directeur général, tu vas vraiment gérer comment, enfin, ou managing director, tu vas gérer comment l'interne, tu vas vraiment gérer l'interne, de comment opérer l'interne, et l'externe tu le laisses au CEO. C'était un peu la définition traditionnelle d'ailleurs du COO, qui, si on le traduit en français, est le directeur des opérations, ou le DG, qui était d'être l'homme ou la personne en tout cas de l'intérieur, quand le CEO était la personne de l'extérieur. Et tu as plusieurs grands tandems, notamment américains, sur des boîtes mythiques, que ce soit dans les télécoms ou dans l'industrie auto, qui ont fonctionné pendant plusieurs décennies comme ça, et avec cette vraie séparation de il y en a un qui s'occupe de ce qui se passe à l'extérieur, à savoir les investisseurs, la presse, la pub, etc. Et l'autre qui s'occupe de ce qui se passe à l'intérieur, à savoir faire en sorte que tourne, quoi. Bah exactement, que ça tourne et que le CEO ne passe pas pour un horrible menteur à longueur de temps. C'est clair. Il y a un peu un effet dans l'ombre, mais c'est vrai que je suis assez en phase avec ça. Ouais. Trop cool. Et du coup, puisqu'on en arrive, on arrive sur la fin de notre entretien, qui serait, il y a deux points qui seraient hyper intéressants, je pense, à couvrir. Le premier, c'est, on a vu deux use cases de succès, et sur des sujets qui sont, comme on le disait, éminemment complexes, d'onboarding, de gestion de la satisfaction des employés, sujet hyper complexe. Est-ce que maintenant on s'intéresse à des cas un peu plus challenging, soit un cas où d'un point de vue ops tu te serais cassé les dents, soit un cas qui est un gros challenge pour vous maintenant? Là, un gros challenge pour nous, c'est deux choses. Valider le product market fit, même si on est une boîte qui est assez mature d'un point de vue taille, levée, etc. On reste dans cette étape de vie où on doit valider notre product market fit. Sur un marché qui est encore naissant, le product market fit, c'est quoi? C'est s'assurer que le produit que tu es en train de concevoir a effectivement un marché et que les deux se rejoignent à un moment propice. Nous, on a des produits qui sont assez matures, qui sont prêts, etc. On a un marché qui est un peu plus jeune, qu'il faut arriver à convaincre. Et donc, dans cette recherche de product market fit, la question maintenant, c'est comment tu vas faire en sorte que le marché soit suffisamment mature et que ton produit soit parfaitement aligné avec cette maturité du marché. On est arrivé en avance de phase sur pas mal de sujets. Typiquement, on s'est équipé de blockchain, etc. Là où le marché aujourd'hui du monde virtuel, il est plutôt anti-blockchain. Tu vois, à essayer d'anticiper trop ton produit, tu perds ton marché. Donc, il y a vraiment un vrai sujet d'opposition. Alors c'est intéressant, je t'interromps parce que tu as trois notions qui se mélangent là, qui sont toutes un peu compliquées. Tu as une notion métaverse égale blockchain, qui est le cas dans la tête de pas mal de gens. Qui n'est pas forcément le cas. Le métaverse, c'est une notion qui existe depuis même avant qu'on joue à WoW. Donc, c'était déjà des métaverses en soi. Tu as le deuxième sujet qui est comment est-ce que tu arrives à synchroniser un petit peu ton produit avec un marché, avec la maturation d'un marché. Tu as le troisième sujet qui est tu es obligé, pour ce faire, de défaire d'une partie de ton produit, parce que si je comprends bien, Kinetics, vous aviez commencé avec de l'intégration blockchain dans votre techno, et il s'avère que, notamment dans le milieu du gaming, ils sont
plutôt très réfractaires aux notions de blockchain, de NFT, etc. C'est un sujet, mais c'est comment tu vas arriver à toujours garder cette tension sur ton product market fit et t'assurer que tu crées ton produit par rapport au marché, que t'es pas en avance de phase par rapport au marché sur ton produit, parce que tu as une vision et des convictions. Et du coup, toujours rester au plus proche du marché. En général, quand tu construis ta boîte, quand tu fondes ta boîte, cette recherche de product market fit, elle est nécessaire. Et souvent, tu vas vraiment passer du temps à creuser le marché, valider le marché, etc. Là où nous, on a cette contrainte que notre marché, il grandit, il est naissant. Ce qu'on adresse avec notre IA, c'est aujourd'hui quelque chose qui n'existe pas. Donc en fait, on est en train de créer un marché. Et donc, comment tu vas faire en sorte d'avoir ce product market fit qui match avec cette contrainte d'un marché qui est naissant et qu'on va créer nous-mêmes. C'est intéressant parce que du coup, comment est-ce que les sujets Ops, donc les sujets couteau suisse, ils viennent se plugger sur ces sujets? Parce que j'imagine qu'ils viennent se plugger à plein de niveaux. Et du coup, c'est quoi tes grands enjeux à toi en tant que Head of Ops sur cette recherche de Product Market Fit? Toujours dans une logique de pas aller trop anticiper des enjeux. C'est de se dire comment ton produit va réussir à, de manière très simple, solver des enjeux du marché et comment tu vas construire sur ces premières assumptions que tu vas valider au fur et à mesure. Et donc l'idée c'est vraiment d'arriver à déconstruire ton produit, tu te dis ok, qu'est-ce qui a la valeur pour quelqu'un, sortons le catalogue de tout ce qu'on a et challengeons-le avec comment un client. Comment on déconstruit un produit? Un produit qui est profondément complexe, il y a de l'IA, il y a du monde virtuel, il y a du gaming, il y avait de la blockchain. Comment est-ce qu'on déconstruit un produit, avec quels interlocuteurs dans la boîte on le fait et quel genre de process on suit pour arriver à une déconstruction où on arrive à la fin, on a retransformé la maison en pile de briques? Ouais. C'est beaucoup de l'interaction avec ton marché, avec tes clients, tes partenaires. Tu déconstruis en ayant une bonne compréhension de ton produit. Tu es obligé quand tu es Head of Ops de comprendre ce que tu fais dans ta boîte. C'est ton rôle. Si tu comprends pas ce que tu fais, il y a un petit problème. Et donc après c'est interagir avec... T'es pas à la bonne position. T'es pas à la bonne position, faut peut-être se poser des questions. Là, l'enjeu c'est que tu te poses avec le CTO, le Head of Product et tu te dis ok, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans notre besace qui peut avoir de la valeur? Comment on va pouvoir le challenger et tester ces hypothèses-là avec le marché? Et c'est vrai que dès que tu perds le fil de tension avec ton marché, c'est là que tu commences à faire un peu n'importe quoi. Tu vas faire des choses qui sont décorrélées de où est le marché aujourd'hui. L'enjeu c'est vraiment de garder ce fil conducteur et de garder la tension avec ton marché. Et jamais, en fait, limite, faut avoir des calls avec tes clients quasiment tous les jours pour vraiment comprendre en fait quelles sont tes priorités côté produit pour prioriser par rapport à là où ta boîte peut aller à très court terme. Et du coup, tu te retrouves de nouveau dans ces bonnes vieilles notions d'arbitrage. Ouais, clairement. Et d'allocation, de gestion, d'allocation, de ressources et de priorités. Ouais, c'est clair. Et comme tu disais tout à l'heure, tu auras des feedbacks clients que tu sais que tu pourras pas prendre parce que tu vas te disperser. Et donc, il faut savoir dire non. C'est dur de dire non, mais il vaut mieux dire non que de dire oui à tout. Est-ce que c'est pas 80% de notre job en fait? Ouais, clairement. C'est quand dire non, à qui et comment. Ouais, c'est vrai. Et la question de la forme, elle est hyper importante. Ça, c'est un truc que moi je maîtrise peu ou pas assez bien. Mais il y a un vrai enjeu de comment tu vas expliquer pourquoi. Bien sûr. Et le why va parfois avoir beaucoup plus d'importance que le yes ou le no. Complètement en ligne sur le sujet. Je partage complètement ton analyse de peu importe la réponse que tu donnes en fait, comment tu la donnes et pourquoi tu la donnes, c'est les deux éléments qui vont faire qu'elle sera bien, moyennement, mal ou très mal reçue. Et ça, tu vois, ça rentre clairement dans la besace du manager plus que du Head of Ops en réalité, parce qu'on arrive sur des sujets qui sont propres à la gestion d'autres êtres humains. Ouais, mais c'est transverse. Quand t'es Head of Ops, t'as la tête dedans en permanence. Ouais, c'est clair. Et t'es j'ai envie de dire la beauté et le piège en même temps du rôle, qui sont que si t'es manager commercial, une part de ton job c'est de dire non régulièrement à tes sales. Quand t'es Head of Ops, bon, tu dis non plus ou moins régulièrement à tes ops, mais une part de ton job c'est aussi de dire non plus ou moins régulièrement à tes peers, à tes managers, à tes clients. Donc t'es un peu l'apporteur de mauvaises nouvelles. Et c'est intéressant parce que ça reboucle un peu avec un truc que tu mentionnais au début de notre échange, qui était comment filtrer en quelque sorte l'information qu'on distribue
que ça soit vers le haut, vers le bas ou sur les côtés, hein, pour dire ok, notre rôle c'est aussi d'absorber toute une partie de ce que les gens n'ont pas besoin de savoir parce que ils sont plus efficaces et plus performants s'ils ne le savent pas. Ouais, clairement, c'est ça. C'est donner la bonne information au bon moment et aux bonnes personnes. Un autre enjeu qu'on a en ce moment, côté Ops, qui est assez transversal, c'est le pricing. C'est comment on va monétiser notre solution. Nous, on fait de la tech, on fait de l'API, donc ça va être des calls qu'on va pouvoir monétiser par call API, ou notre SDK qui va être intégré par des mondes virtuels et qu'on va pouvoir monétiser autrement par de l'usage. Parce que du coup, concrètement, si on couvre le sujet très très rapidement, alors le premier truc, c'est que je pense que le pricing, c'est le sujet de toutes les boîtes. Ouais, enfin, clairement. toutes les boîtes qui font de la tech. Ouais, en tout cas. vraiment, c'est chaud. C'est toujours hyper compliqué. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine. Bah oui, mais parce qu'on se dit c'est facile, c'est transactionnel, c'est machin, etc. En réalité, pas du tout. Donc, Non, et en fait, quand t'es une boîte tech, t'as des enjeux de scalabilité qui sont énormes, avec des coûts qui sont souvent liés à ta consommation, qui sont corrélés à ta scalabilité. L'enjeu, c'est comment tu vas arriver à faire en sorte que ton pricing reflète ça, sans devenir un truc qui soit exorbitant pour tes clients. Et a fortiori, du coup, quand tu es sur des modèles vraiment extrêmement tech, où du coup tu vas monétiser via API, donc du coup sur un modèle de par call, peu ou prou, avec un modèle ce qui est souvent dégressif au final. Et là on rentre dans un des enjeux que tu étais en train de mentionner, qui est un pricing dégressif sur une API. La réalité, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'économie d'échelle sur les capacités serveurs. Donc, c'est pas du tout comme si tu as une usine qui peut produire 10 000. Entre le moment où tu produis 1000 et tu produis 10 000, bah, tu économises de l'argent sur ton coût de revient par unité. C'est pas le cas sur une ressource serveur. Donc, en fait, ton call API, il te coûte à toi, fournisseur, autant pour quelqu'un qui en fait un par mois que pour quelqu'un qui en fait 100 000 par mois. C'est ça. Et en même temps, tu n'as pas envie que ce soit t'as pas envie de prohiber le call, tu as envie que les gens puissent, cherchent à utiliser ton service. Tu dois trouver des manières via le pricing, de rendre le temps de vie accessible, tout en à un moment te préservant d'une faillite absolue parce que t'as pas anticipé le fait que si tu as tel player qui vient et qui va te prendre 10 000 calls, en fait tu perds 10 000 €, quoi. C'est pas le cas pour nous, mais c'est vrai que c'est extrêmement fin, c'est beaucoup plus fin que ce que j'imaginais. Et c'est encore plus dur quand tu as des enjeux avec des multiparamètres que tu peux difficilement anticiper d'usage dans les mondes virtuels, combien peut-être de monthly active users qui vont se connecter, comment ça va évoluer dans le temps, etc. Et ça, c'est extrêmement compliqué à projeter, du coup, à mettre le pricing associé qui match. Et quand on parle de pricing, de monétisation du SDK, juste pour ceux qui ne sont pas 100% dans la deep tech, on parle de quoi? En gros, un SDK, c'est Software Development Kit. C'est un kit qui va être intégré par des développeurs et qui leur permettra d'appeler nos services, de pouvoir utiliser nos services. Notre SDK, nous, il y a plein de solutions, des solutions d'IA, etc., qui sont du coup activables via le SDK. Donc c'est vraiment, en gros, via notre SDK, un accès à une infrastructure autour de l'animation et de l'intelligence artificielle de l'animation pour les mondes virtuels. Ça, pour nous, aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment de créer l'usage, de se dire on veut des métriques d'usage. Donc on va mettre aucune barrière à l'entrée sur accéder et intégrer ce SDK. Donc mais plus sur cette bonne vieille setup fee. Il n'y a aucun setup fee. Le but, c'est vraiment de se dire on veut fluidifier au maximum l'intégration et plutôt valoriser l'usage qui va être fait par les utilisateurs des mondes virtuels via ce SDK. Et donc l'enjeu, c'est plus se dire si on doit pricer quelque chose, ça sera plus au niveau de l'usage que de l'intégration. Parce qu'on veut créer aucune barrière à l'entrée, que ce soit le plus fluide possible. Oui, et puis parce que tu as en plus cette double contrainte qui est propre au fait de faire de la tech de pointe, qui est que le marché étant peu existant ou pas du tout mûr, et du coup tu n'as pas non plus la possibilité de tester ton produit avec 1 million de clients ou de partenaires. Et mine de rien, si tu veux avoir et garder cette fameuse tension entre ton marché et toi pour pouvoir continuer à apprendre et à itérer sur ton produit, tu as besoin de faire tomber au max les barrières à l'entrée parce que sinon déjà il n'y a que 5 personnes potentielles
qui sont aptes à te donner du feedback et à te permettre de faire des observations. Sur 5, t'en fais fuir 3, ça commence à devenir compliqué. Ouais, c'est clair. Ce qui rajoute encore de la complexité, c'est que aujourd'hui, on est sur un marché qui est assez ambivalent, où tu as des big fish, qui sont vraiment des gros players, avec beaucoup d'utilisateurs. C'est un peu comme si tu voulais bosser avec BNP, que tu étais fintech. Tu sais que ça va être long, tu sais que... Dans le domaine du monde virtuel, c'est qui à l'heure actuelle? Aujourd'hui, ça va être un Zepeto, je sais pas si c'est un monde virtuel coréen. Meta, par exemple, c'est une forme de big fish, ils ont aujourd'hui 300 000 utilisateurs, ça commence à être intéressant. Roblox, exactement, Roblox c'est énorme aujourd'hui en termes d'usage, c'est plus de 150 millions d'utilisateurs mensuels, enfin c'est énorme. Fortnite, etc., c'est des gros mondes virtuels qui ont une infrastructure énorme, et donc en fait, quand t'es une petite boîte comme nous, s'intégrer à eux, même si tu leur parles depuis longtemps, etc., ça va prendre du temps, tu le sais, tu termes de patience, voilà. Mais en même temps, il faut pouvoir leur permettre d'anticiper l'intégration de ta solution dans leur écosystème et l'impact que ça peut avoir sur leur économie, etc. Et donc, il faut apporter un certain nombre d'anticipations sur ton business model, comment tu vas te rémunérer avec eux, combien tu vas pouvoir leur apporter d'argent, etc. Et de l'autre côté, parce que le marché des mondes virtuels, c'est un marché qui est très ambivalent, il faut adresser une long tail qui est extrêmement longue, de petits mondes virtuels qui vont se créer, qui peuvent être le next Roblox de 2030, et que si ont tendance à parler beaucoup et très fort sur la place publique. Ouais, mais ouais. C'est des petites communautés. Ouais, c'est des petites communes, mais tu peux vraiment avoir des petits mondes virtuels qui vont se créer, et parce que l'usage dans les mondes virtuels, il est imprédictible quasiment, bah en fait, ça peut être vraiment le méta de demain. Donc toi, tu as intérêt à aussi pouvoir les adresser aujourd'hui, en se disant, s'ils ont intégré ton SDK aujourd'hui, demain, ils seront avec toi pour long terme. Parce que tu as un manque de prédictabilité en réalité des business. Ouais, clairement, c'est ça qui est ouf, avec les jeux vidéo. Qui est assez dingue, et du coup, ça crée de la complexité pour les éditeurs, et surtout, ça doit créer de la complexité pour vous, parce que ça crée un phénomène où ce que tu dis, c'est que tu es obligé de servir un peu tout le monde. Exactement, t'es écartelé entre vraiment deux vitesses et vraiment deux écosystèmes qui sont assez différents. Et aussi, tu n'as probablement pas les mêmes leviers de négociation avec un jeu qui a une commu de 50 000 personnes ou 5 000 personnes. Quand tu noues la relation avec lui au moment où il y a 5 000 personnes dessus, si ça devient le prochain Fortnite, t'es le partenaire privilégié du prochain Fortnite, versus si tu deviens partenaire Fortnite aujourd'hui, tu seras peut-être partenaire privilégié Fortnite un jour. En l'occurrence, tu ne le sauras pas de la même façon que si tu l'avais accompagné sur sa croissance et si tu avais été là depuis le jour 1. Ouais, c'est clair. Et même d'un point de vue, tu vois, produit, argument, module, qu'est-ce que tu vas mettre en avant entre ces deux typologies très différentes de players, ça n'a rien à voir. C'est des arguments très différents, des sensibilités différentes. Il y en a qui vont être sensibles à, je sais pas, du temps de dev, parce qu'ils n'ont pas de temps. Bien sûr, il y en a qui vont être beaucoup plus sensibles à optimiser les RAM nécessaires sur la mémoire que tu vas utiliser sur ton smartphone, parce que ils ont déjà une dette technique tellement forte que si tu rajoutes un truc en plus, ça va faire cracher le jeu. Et du coup, tu es dans un truc qui est vraiment de très haute complexité, parce que tu t'intègres sur un écosystème qui déjà est naissant, est éminemment complexe, en plus avec une variété de players infinie dans leur taille, dans leur format, dans leurs enjeux. Et du coup, au niveau du pricing, donc établissement du pricing, la fameuse question comment on monétise, comment on fait en sorte que ça soit fonctionnel et pour le client et pour nous, ça se retraduit comment aujourd'hui au quotidien dans cette recherche? On parle de quoi? On fait des enquêtes avec les clients, on fait des tests, que ce soit en AB, en ABC, etc. Est-ce qu'on est encore dans la phase de projection, à savoir on construit des modèles pour pouvoir évaluer différentes options et ensuite les tester? Ouais, attention, il faut rester ouvert, il faut toujours itérer sur ce que tu construis, que ce soit ton produit, ton pricing, quoi. Il y a plein de pricing modèles qui évoluent, et en fait c'est la suite logique de l'histoire, je pense. Ton pricing model doit évoluer et s'adapter à plein de choses, l'évolution, je sais pas, la baisse du prix des serveurs, plein de choses. Nous on est vraiment sur cette phase aujourd'hui de projeter notre business model et pricing en fonction de tous les paramètres qu'on a aujourd'hui à notre disposition, parce qu'on doit permettre à nos partenaires de se projeter avec nous. C'est assez fin comme approche, mais t'es obligé en fait à un moment, si tu veux parler, si tu veux démarrer d'intégration avec un player, un gros player qui a des enjeux de volume, de montrer patte blanche et la rassurer en disant voilà, moi je vais te coûter à la fin du mois,
on peut y aller. Parce que forcément, il y a un moment, tout le monde te dit, ah, c'est génial ce que tu fais, ça coûte combien? Et en fait, les boîtes qui perdent des sous ad vitam aeternam, ça n'existe pas. Donc tu dois forcément réfléchir à projeter des choses en sachant qu'il y a des trucs qui ne marcheront pas. Oui. Il faut l'accepter. Et en fait, tu t'ajusteras en fonction et c'est comme ça que tu vas itérer aussi. Hyper clair, hyper clair. Si on devait avoir le mot de la fin un petit peu sur qu'est-ce que tu penses fait un bon ops et est-ce que si tu devais recommander ces carrières-là, tu les recommanderais sur quelle base? Ouais, je pense que un des mots qu'on a pas mal utilisé aujourd'hui, c'était versatile et pour moi c'est une qualité qui est quasi essentielle pour un DevOps. Il faut vouloir apprendre, c'est sûr. Parce qu'en fait, t'apprends tous les jours. Il n'y a quasiment rien qui est donné. Tout doit être construit et c'est à toi de le faire. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ton onboarding, c'est toi qui vas le faire aussi. Donc c'est vraiment aussi être proactif et savoir où tu vas nourrir cet apprentissage et comment tu vas le créer. Et du coup, pour le mot de la fin, comment est-ce que tu nous pitcherais les ops? Pourquoi est-ce que c'est trop cool malgré que ça soit des métiers de l'ombre? Tu as une palette d'apprentissage qui est énorme et en fait tu vas apprendre sur tellement de sujets différents que si tu es par exemple en questionnement sur potentiellement monter ta boîte, etc., je pense que c'est une super première étape pour apprendre une tonne sur comment gérer une boîte en interne. Moi je le recommanderais à toutes les personnes qui se posent la question de un jour entreprendre et justement aussi de se donner des réponses à cette question. Ça peut être non, c'est pas grave. Mais oui. Au moins, il y a un apprentissage qui est garanti sur vraiment une palette de sujets qui est quasiment infinie. Super prépa pour être entrepreneur. C'est clair. Je pense que c'est meilleur que prépa CPGE. On leur dira pas. Merci beaucoup Paul, c'était hyper cool. Ouais. Très bel échange. Et du coup, on vous revoit très vite dans What is Ops avec de nouveaux interlocuteurs.